Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la bibliothèque. Ce soir, avec la Société bretonne de philosophie, avec qui nous sommes partenaires et avec qui nous avons travaillé sur ce programme, nous vous proposons un nouveau type de rencontre. Chaque année, nous avions l'habitude de vous convier à une semaine, début mars, de réflexion sur une thématique sur 3 jours. Donc nous allons toujours continuer à mener ce type de rencontre. Ce sera cette année au mois de mars, la première semaine de mars, autour du thème de l'utopie. Mais le rendez-vous de ce soir, c'est autre chose. Ce sont des rendez-vous que nous voudrions étaler sur plusieurs années, comme un parcours pour découvrir les grands philosophes. Ce soir, Sartre, avec Michel Contat, que je remercie infiniment pour sa présence. Et puis, pour cette année, 2 autres rendez-vous. L'un en mai, autour de Gilles Deleuze, avec François Dos, qui nous en parlera. Et puis, au mois de juin, avec Heidegger, et c'est Françoise Dastur qui proposera cette rencontre. Donc ce soir, c'est Nathalie Monin, qui est membre de la Société bretonne de philosophie, qui est notre interlocuteur pour monter tout ce partenariat que je tiens infiniment à remercier. Et je nous souhaite à nous tous une très bonne soirée en votre compagnie. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. Bonsoir Nathalie. Alors je vais vous présenter. Vous êtes d'abord chercheur. Vous êtes chroniqueur de jazz à Télérama. Et vous êtes même saxophoniste, vous me l'avez dit tout à l'heure. Et vous êtes chroniqueur littéraire, critique littéraire au Monde. Alors vous avez beaucoup écrit. Beaucoup autour de Sartre, mais aussi autour des rencontres, portraits et rencontres, où vous parlez de Sonny Rollins, je crois, et de certains grands joueurs de jazz. Et donc autour de votre principal travail de recherche et d'écriture, c'est autour de Sartre, que vous avez rencontré en 1965. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes allé rencontrer Sartre et comment on fait quand on est étudiant à Paris en 1965 pour prendre contact avec Sartre? Est-ce que c'est difficile de l'aborder? Est-ce que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous, une rencontre avec lui? Comment ça s'est passé? J'ai passé un examen. La fille adoptive de Sartre, qui s'appelle Arlette Elkaïm, avait pour responsabilité de d'abord rencontrer les gens qui voulaient voir Sartre pour savoir si ça valait la peine. J'ai passé une heure ou deux avec elle à lui expliquer que, en fait, Sartre, je le connaissais par ses livres depuis l'âge de 16 ans, qu'ensuite il avait énormément compté pour moi politiquement, à un moment où la préoccupation majeure des gens de ma génération, de loin de ceux qui étaient politisés et politisés à gauche, c'était la guerre d'Algérie. Mais il se trouve que je suis suisse, j'ai été naturalisé français depuis, mais cette guerre d'Algérie, je la vivais à distance, à Lausanne, et c'est Sartre qui m'a fait comprendre ce que je savais comme démocrate suisse, à savoir que les peuples ont droit à l'autodétermination. Et comme la France, à ce moment-là, niait ce droit au peuple algérien, parce que, comme vous vous rappelez, l'Algérie était constituée de 2 départements français, et que les Algériens n'étaient pas représentés en tant que tels dans leur désir d'indépendance, évidemment, dans les institutions. Et alors, c'est par amour de la littérature française, c'est-à-dire finalement de ma propre langue, parce que les intellectuels n'ont pas de patrie. Ils ont pour seule patrie leur langue. Enfin, ça, c'est ma conviction. On peut changer de langue, d'ailleurs. Vous connaissez le cas de Milan Kundera, qui a changé de langue créatrice. Moi, je n'avais pas ce problème-là. Le vrai problème qui se posait à moi, c'était comment continuer à respecter le pays de Voltaire, de tous les écrivains que j'aimais, si la France menait
au nom de la République, finalement, une guerre de répression. Voilà, c'était inacceptable. Et j'ai commencé à militer contre la guerre d'Algérie parce que j'étais lecteur de Sartre, qui nous avait révélé, avec d'autres écrivains d'ailleurs, l'existence de la torture. C'était probablement ça qui nous heurtait le plus. J'ai donc écrit à Sartre pour lui demander de venir faire une conférence à Lausanne pour expliquer ce qu'on avait appelé à l'époque le manifeste des 121, qui étaient 121 intellectuels qui avaient signé une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Énormément d'intellectuels très connus avaient signé ce manifeste, par exemple Françoise Sagan, mais aussi Simone Signoret, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, enfin c'était une sorte de who's who de la littérature de l'époque. J'ai diffusé ce manifeste en Suisse et ensuite organisé avec un groupe d'étudiants une série de conférences pour expliquer à l'opinion publique suisse, qui était alignée en fait sur l'opinion dominante en France, les raisons pour lesquelles nous soutenions l'insoumission. Et pratiquement pour nous, ça consistait à accueillir des insoumis, à leur trouver du travail, à leur trouver des logements et par solidarité d'âge, à les aider. Et Sartre m'a fait répondre par son secrétaire qu'il était trop occupé pour pouvoir venir à Lausanne. Et quand j'ai raconté tout ça à Arlette Elkaïm, pour revenir à la réponse à votre question, elle a trouvé ça intéressant. Elle-même était constantinoise. Elle préparait le concours d'entrée à l'école normale dans une cagne à Versailles. Et je venais d'écrire un mémoire ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise, un mémoire de licence sur Les séquestrés d'Altona, la pièce de Sartre qui traite justement du mal dans l'histoire, de la violence dans l'histoire, du recours à la torture. Mais comme il ne pouvait pas... son sujet, c'était l'Algérie. Son sujet, au fond, c'était que fait un jeune homme qui revient d'Algérie, qui a torturé. Qu'est-ce que ça crée autour de lui, dans sa famille, dans son entourage. Et il avait transposé ça dans l'Allemagne d'Hitler. Et c'est une pièce qui m'avait beaucoup troublé parce que je ne comprenais pas pourquoi le personnage n'était pas plus violemment condamné dans cette pièce. On éprouvait de la sympathie pour ce garçon. Et la pièce fonctionnait comme un tribunal, comme un jugement qu'on nous invitait à porter, nous, sur les actes de ce jeune homme qui se jugeait lui-même. Donc j'avais écrit une explication des séquestrés d'Altona. Et Arlette Elkaïm a remis ce texte à Sartre, et puis j'avais donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé, et il a dit « je vous verrai avec plaisir ». Donc je suis allé, j'ai potassé un peu l'être néant pendant la nuit, et puis il m'a reçu, et chez lui, il habitait à boulevard Raspail, à 2 pièces, comme un étudiant un peu à l'aise, hein, mais enfin, il vivait de façon réellement sobre. Or, à ce moment-là, il était encore un des 3 Français les plus connus dans le monde, les autres étant Charles de Gaulle et... Est-ce que vous avez une idée de qui je vais dire? Ou la 3e, c'était Brigitte Bardot. Mais c'était véritablement les Français universellement connus. Et de rencontrer ce bonhomme, dont j'avais lu à peu près tous les livres à ce moment-là,
et j'ai instantanément oublié qu'il était Sartre, parce que lui-même ne le savait pas qu'il était Sartre. Et on a parlé pendant 1 heure, je ne sais vraiment plus de quoi, mais à la fin, il m'a raccompagné. C'était un truc qu'il avait quand il recevait quelqu'un. Il disait bah, je vais vous accompagner. Alors il descendait avec la personne en ascenseur, disait au revoir, et puis ensuite il remontait chez lui ou allait ailleurs pour se retrouver seul. C'était pour que le rendez-vous ne déborde pas. Et là, je me rappelle lui avoir dit comme ça, dites-moi Sartre quand même, ce que vous dites dans Les Séquestrés d'Altona, il y a cette phrase, la vérité c'est l'horreur de vivre. Vous pensez ça vraiment? Alors il m'a dit, oui, mais je ne le pense pas tout le temps, c'est comme vous. Vous pensez ça le soir, la nuit, c'est des pensées de la nuit. Puis le matin, on oublie, puis on fait ce qu'on a à faire. Et ça a été extraordinairement libérateur pour moi. L'idée qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, que la vie c'était vraiment dur, mais qu'on faisait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on réalisait les projets qu'on formait. Et lui, ce qu'il avait de vraiment formidable, c'est que quand on lui présentait un projet, eh ben, il en discutait avec vous, il amenait des idées, et puis, si il le pouvait, il vous aidait à le réaliser. C'est très rare de rencontrer des gens qui ont cette générosité-là. Hein, votre projet me plaît, comment vous allez faire? Oh, ben, vous devriez faire plutôt comme ci ou comme ça. Et puis, je connais un tel ou une telle, je vais l'appeler, et puis vous allez écrire, etc. Voilà. C'était une présence encourageante. Et je lui suis infiniment reconnaissant de cette générosité-là. Voilà, donc il était, c'est De Gaulle qui l'a dit, hein, même si c'est un peu apocryphe, on n'arrête pas Voltaire, avait-il dit quand le ministre de l'Intérieur voulait le faire emprisonner pour sédition, pour encouragement à la désertion. Il ne s'agissait d'ailleurs pas de ça, mais c'était l'insoumission, ce n'était pas pareil que la désertion. Et il était Voltaire, et on oubliait en sa présence enfin, il vous faisait comprendre que pour lui, l'autre, c'était n'importe qui comme lui-même était n'importe qui. Ça c'est une belle leçon. C'est ce qu'il écrit à la fin des mots. Oui. C'est la fin des mots. Hein. Oui. Un homme qui est fait de tous les autres, et exactement la citation. Un homme qui est fait de tous les autres et qui... et qui les vaut tous, et qui est n'importe qui. Voilà. Donc c'était vraiment... et vous l'appeliez Sartre? Vous ne disiez pas Monsieur Sartre? Oh non, non, on l'appelait Sartre. Il n'était pas question de le tutoyer. Par la suite, les gauchistes qui fréquentaient le tutoyaient. Alors moi, ça me choquait énormément, parce que dans son entourage, tout le monde le vousoyait. Simone de Beauvoir le vousoyait. Arlette, non, le tutoyait, l'appelait vieux. C'est comme ça qu'on appelait Trotsky, d'ailleurs, paraît-il, le vieux. Et lui tutoyait Arlette? Oui. Ah oui, donc c'était la seule. Parce qu'entre Beauvoir et Sartre, ils se sont toujours vous voyez. Oui. Et Beauvoir témoigne aussi, quand il travaillait les textes, il lisait, Sartre lisait tous les textes de Beauvoir et vice-versa. Et c'est ce qu'elle dit, je ne sais plus dans ses mémoires, à chaque fois, c'est ça qui la frappait. Il parlait de ses textes comme si c'était son œuvre à lui. Enfin, il respectait entièrement sa ligne directrice à elle. Donc il avait cette capacité quand même de se transposer dans la tête de l'autre pour penser comme l'autre voulait, ce qu'il avait à faire. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. Hein. Non, il a dit une fois, je crois que c'est dans un entretien avec moi, qu'il a eu cette grâce avec Simone de Beauvoir de trouver quelqu'un qui comprenait ce qu'il voulait faire et qui formulait les critiques qui n'osait pas se formuler à lui-même, qui l'encourageait à faire mieux, mais dans sa propre direction. Et je crois que ça allait dans les deux sens.
Mais Beauvoir était une lectrice très, très, très attentive et exigeante. Elle lui a même appris la ponctuation. Oui. Et je reviens, vous disiez, vous avez consulté rapidement L'être et le néant, mais en 65, il était bien au-delà de l'être et du néant. Donc il avait déjà fait paraître La critique de la raison dialectique, qui est quand même un ouvrage majeur sur, en gros, ça porte sur les conditions pour faire une action historique. Et donc ça, c'était pas connu à l'époque. Vous alliez, vous, avec L'être et le néant, c'était ça qui était connu, et puis tout le théâtre de Sartre. Parce que c'est quand même un écrit théorique, mais politique. Oui. Il y a une théorie politique dans la... J'ai peut-être un peu caricaturé les choses parce que, en disant que j'avais potassé L'être et le néant. Mais en fait, c'est pas inexact. Mais c'est parce que je sortais de la lecture de la critique de la raison dialectique. Et pour écrire cet essai d'explication des séquestrés d'Altona, pièce qui a pour fondement philosophique, justement, la critique de la raison dialectique. Alors, on va essayer peut-être d'expliquer le passage qui se fait de L'être et le néant à la critique de la raison dialectique. Allez-y. Vous me corrigerez si je simplifie trop. Non, que je vous dise que Nathalie Monin est une très, très remarquable philosophe que je connais à l'intérieur du groupe de recherche où nous travaillons tous les deux. Et elle est aussi une technicienne de la philosophie. Parce qu'il y a un langage propre à la philosophie que moi, je maîtrise beaucoup moins bien. Voilà. Mais comme j'ai été longtemps prof de lycée, j'ai appris un peu à exposer L'être et le néant dans ses idées fondatrices. L'expérience première de Sartre, et celle que nous faisons probablement tous à un moment donné de notre vie, c'est qu'est-ce que je suis venu foutre sur Terre? C'est en général une question qu'on se pose le plus souvent à l'adolescence. Tout d'un coup, on se demande, mais enfin, pourquoi est-ce que je suis là? On prend conscience qu'au fond, on a été le fruit d'un désir peut-être, mais aussi d'un phénomène purement biologique, et la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, et que on aurait pu aussi bien ne pas être là, finalement. Et ça, c'est l'expérience qu'il appelle celle de la contingence. La contingence, c'est ce qui pourrait ne pas être. Ça s'oppose donc à la nécessité. La nécessité, c'est ce qui est et doit être. Alors, à partir de là, ce qui est un sentiment finalement assez angoissant, et c'est ça qu'il a décrit dans un roman qui s'appelle La nausée, cette prise de conscience, elle est radicale. C'est-à-dire que je suis, mais je ne suis pas comme les objets du monde. Je ne suis pas le marronnier que je regarde. Et qu'est-ce que je suis? Je serais bien incapable de le dire. C'est les autres, éventuellement, qui peuvent me constituer comme une personne. Mon identité, elle est plutôt dans le regard d'autrui que en moi-même. Et moi-même, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Sartre appelle ce type de conscience-là le pour-soi. Les objets du monde, c'est l'en-soi. Et puis, la dimension que nous donne l'existence d'autrui, c'est le pour-autrui. Alors, ces sentiments ce sentiment d'exister est quelque chose qui peut être vécu sur le mode de la nausée, c'est-à-dire on se sent de trop, le corps même, votre propre corps vous apparaît comme un objet du monde, mais qui n'est pas du même ordre que les vrais objets du monde, que le corps d'autrui. On a le sentiment de se boire sans soif, c'est une formule de Sartre, d'être de trop, d'être sans justification. Et un mouvement presque spontané pour combattre ce sentiment, c'est l'idée qu'on a le droit d'exister. Soit parce que
Dieu a voulu que vous existiez. Alors à ce moment-là, la cause de votre existence est hors de vous, soit parce que un rôle social vous attend. Il y a une nouvelle de Sartre que je vous recommande à tous de lire, parce qu'elle est formidablement vigoureuse et puis troublante. Ça s'appelle « L'enfance d'un chef », où Sartre raconte la vie d'un adolescent depuis sa naissance, avec toutes les phases d'incertitude, de questionnement, d'inquiétude qu'on connaît. Et puis pour finir, ce garçon trouve une solution à ses problèmes, à ce sentiment justement d'exister sans raison, en prenant sur lui le point de vue d'autrui, c'est-à-dire il est fils de propriétaire, il a donc le droit d'exister parce qu'il a un rôle social à remplir qui est de faire plus tard marcher l'usine de son père. Et puis aussi, il se rend compte que de s'affirmer dans un groupe social antisémite fait qu'on tout à coup on le regarde avec respect, comme si c'était une sorte de force de la nature explosive. Et le garçon, qui s'appelle Lucien Fleurier, finit par se laisser pousser la moustache. Mais cette nouvelle, qui est maintenant un petit livre, est parue en 1938, et la moustache, à l'époque, c'était celle de Hitler. Hein, et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Oui, vous me l'apprenez. Non, mais enfin, c'est comme ça que ça pouvait être lu, en tout cas. C'est une nouvelle troublante parce qu'on éprouve une sorte de solidarité, d'empathie un peu difficile avec ce garçon. Et puis, il y a une scène qui, pour lui, est capitale. C'est avec des amis d'extrême droite. Ils attaquent un métèque, un juif, dans la rue, et lui cassent la figure. Et cette violence qu'il exerce, pour laquelle il doit prendre sur lui, hein, tout à coup, lui donne le sentiment que les autres vont avoir peur de lui. Et que la violence suscite une sorte de respect. Alors, c'est une nouvelle qui est peut-être décrite comme la naissance d'un fasciste, mais c'est aussi une nouvelle qui peut être lue comme le processus de création d'un homme de pouvoir. Et alors, ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la personnalité de Sartre, c'est qu'il ne voulait exercer aucun pouvoir. Et pour ça, il s'est dérobé à énormément de choses. D'abord à son métier de professeur, qui, qu'il le veuille ou non, a le pouvoir de sanctionner en approuvant ou en désapprouvant le travail qu'on lui présente, et puis donc de promouvoir l'élève. Et puis il y a un pouvoir symbolique. Et alors, Sartre a eu constamment ce problème de déjouer la tentative qui était faite de le constituer en pouvoir symbolique. Le grand écrivain. Alors, quand il est devenu le grand écrivain qui peut tout se permettre, eh bien, il a adopté des attitudes inacceptables par rapport à l'image justement qu'on se fait d'un grand écrivain. Mais ça, on y viendra peut-être plus tard, un peu plus loin, quand on va aborder la question du lien qu'il y a dans la pensée de Sartre entre la morale et la politique. Justement, je voulais revenir parce que on a beaucoup reproché à Sartre de ne pas être attentif aux années 33. Il était à Berlin à ce moment-là, de ne pas, oui, de pas s'engager. D'abord à ce moment-là politiquement, c'est beaucoup plus tard. Hein, c'est en 41 qu'il s'est engagé, qu'il a commencé à s'engager, et après la guerre en 45. Mais là, il fait une description extrêmement fine et il écrit ça en 38. Je ne sais pas comment, vous qui l'avez connu, comment vous pouvez percevoir ça, mais de l'extérieur, je me dis, voilà un homme qui a vécu des expériences officielles, il a beaucoup voyagé, qui a rencontré sans doute beaucoup de monde, mais lui-même, quel rapport est-ce qu'il avait avec les enfants, avec les adolescents? Et il décrit ça extrêmement finement.
Et il y a du vécu là-dedans. Il y a du vécu. Il avait quand même une sensibilité. Il y a des pages dans L'idiot de la famille qu'il écrit dans les années 60, après 60. Hein. Oui, enfin, il a commencé au milieu des années 50, et puis il l'a terminé. Ce qui a mis fin à cette énorme tentative qui s'appelle L'Idiot de la famille, qui est une biographie existentielle de Gustave Flaubert, c'est sa cécité. Il ne pouvait plus écrire parce qu'il ne pouvait plus se relire, donc se corriger. Mais il décrit là le bébé, en fait, la vie d'un bébé de manière extrêmement fine. Hein. Et il n'y avait pas beaucoup de bébés autour de lui. Non, mais c'était un monde d'adultes. Oui, alors il n'a pas voulu avoir d'enfants. Et Simone de Beauvoir n'en voulait pas non plus. Du moins, une fois qu'elle a rencontré Sartre, elle a compris que ce n'était pas sa vocation de devenir mère. Avant, elle y pensait peut-être, mais enfin, surtout, elle réfléchissait à... elle s'imaginait une vie de couple assez banale, enfin assez courant. Et Sartre, qui était un célibataire et qui l'est resté toute sa vie, l'a encouragé à donner la priorité dans sa vie à sa vocation d'écrivain. Et ils ont donc eu l'union de deux écrivains, union amoureuse, mais avant tout professionnelle, je trouve. Oui. Leur entente sur ce plan-là est tout à fait exceptionnelle. Ils n'ont jamais fait comme Louis Aragon et Elsa Triolet, qui étaient eux mariés, une œuvre croisée, publier leurs livres dans les mêmes volumes, ce que Elsa et Aragon ont fini par faire. Non, chacun développait sa propre œuvre, mais avec la collaboration intellectuelle et puis l'encouragement au jour le jour de l'autre. Votre question, c'était... Je ne sais plus, mais je pensais là vous demander. Donc vous l'avez rencontré en 65, oui. Donc premier rendez-vous, vous avez discuté pendant 1 heure, et de 65 à 72, donc vous l'avez revu régulièrement, parce qu'en 72, vous commencez le film Sartre par lui-même qui va durer 4 ans. Vous filmez entre 72 et 76. Oui, mais entre-temps, surtout ce que j'avais commencé à faire avec son encouragement, et la collaboration d'un professeur français enseignant aux États-Unis, un peu mon aîné, qui s'appelle Michel Ribalka. Nous avions entrepris une bibliographie dont nous voulions faire une bio-bibliographie. C'est-à-dire qu'au fond, nous pensions que l'œuvre de Sartre était intéressante par... la diversité incroyable de son output, de sa production d'écriture. C'est-à-dire qu'il faisait des ouvrages de philosophie, comme je disais tout à l'heure, des ouvrages s'adressant à des philosophes avec une formation philosophique. Il faisait des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Il était journaliste. Il pouvait aussi bien écrire un article de critique littéraire extrêmement pointu dans la Nouvelle Revue Française ou dans d'autres revues que des articles de journaux. Et puis, il faisait du reportage. Il pensait que c'était une des fonctions de l'écrivain, qui est de s'occuper de la réalité de tous les jours. Et il a, par exemple, été reporter aux États-Unis à la demande d'Albert Camus. Il a fait des enquêtes en 1945, tout un voyage de presse pour rendre compte de la vie américaine sur tous les plans, sur le plan des syndicats, des travailleurs en usine, et aussi de Hollywood, par exemple. Bref,
et puis donner des interviews en grand nombre, certaines assez élaborées, d'autres superficielles. Et on se disait que tout ça faisait un corpus qu'il fallait prendre en compte. Parce qu'après tout, un écrivain ou un philosophe, il est différemment lui-même, mais toujours lui-même, dans ses différents modes d'expression, dans ses régimes d'écriture. Alors, nous avions décidé, parallèlement, et sans savoir au départ que nous faisions la même chose, de rassembler ces bibliographies et ensuite Sartre nous a mis en rapport, et puis on a conçu ce livre qui était premier dans son genre. Et moi, je pensais qu'il allait y avoir plein d'autres livres selon le même principe, c'est-à-dire que chaque ouvrage, chaque article, chaque interview était résumé de telle sorte qu'on pouvait lire cette bibliographie. Une bibliographie, vous savez, c'est une liste de références, de livres ou d'articles. Là, non, on voulait que ça soit une vie d'écriture qui puisse être lue, mais qui repose sur une érudition solide. Alors, on a réussi ce livre, voilà, et Sartre nous en a été très reconnaissant. Il a fait une lettre préface élogieuse et qui nous a évidemment fait grand plaisir. Et puis le livre a été bien accueilli pour un livre quand même savant. Et voilà, ça nous a donné une sorte de légitimité à Rubalcaba et à moi pour continuer d'autres travaux. Et en particulier, nous avons été chargés d'établir l'édition de la Pléiade des romans de Sartre. Et nous bénéficions tous les deux de l'aide de Sartre, qui nous donnait des renseignements qu'il était seul à avoir. Vous savez, la Pléiade, c'est une édition qui comporte un appareil critique, et cet appareil critique, il doit beaucoup, dans ce cas précis, à Sartre lui-même. Voilà, donc petit à petit, j'ai professionnalisé ma passion, et puis j'ai fini par être engagé au CNRS, où j'ai pu donc créer ce groupe qui étudiait les manuscrits de Sartre. Mais ça s'est fait après la mort de Sartre. Hein. Il avait soutenu ma candidature dans un premier temps. Il était ambivalent sur cette question, parce qu'il y a eu une époque où il pensait que la critique littéraire qui consiste à commenter une œuvre n'avait pas de sens. Qu'il valait mieux tout simplement aller directement à l'œuvre et réfléchir par soi-même au lieu d'essayer d'appliquer des grilles de lecture, des méthodes plus ou moins sophistiquées. Et un jour, j'avais lu une déclaration de lui en disant, mais ça c'était après 68, où il s'était beaucoup radicalisé et insurgé contre ce qu'il appelait les bastilles de l'université. Et à ce moment-là, je lui ai dit, enfin bon, alors vous condamnez la critique littéraire, ça veut dire quoi? Alors vous trouvez vain et gratuit et stupide ce que je fais? Il dit, mais non, pas vous. Et donc ce genre de livre lui paraissait utile, et lui-même était lecteur de la Pléiade et utilisait beaucoup l'appareil critique, parce que pour écrire sur Flaubert, il a lu énormément de choses de ce qu'on appelle la littérature secondaire, pas les œuvres de Flaubert, bien sûr il les avait lues, mais toutes les œuvres de commentaires. Et toute la correspondance de Flaubert, qui est très importante, et puis tous les commentaires et les biographies sur Flaubert. Hein. Oui, c'était quelqu'un qui était, le mot est peut-être très mal choisi, mais un peu obsessionnel quand même, parce qu'il se met à travailler sur Marx, il va lire tout Marx, il se met à travailler sur Freud, il va lire tout Freud, il se met à travailler sur Flaubert, il va lire tout Flaubert. Il n'arrêtait pas de travailler. C'est son emploi du temps. C'était un normalien, hein, formé par les bons lycées. Il a été élève d'abord à Henri IV, ensuite, pendant un certain temps, dans sa préadolescence, il a vécu à La Rochelle, mais dans un bon lycée. Et puis ensuite, il est revenu à Henri IV, à Louis le Grand, en école normale supérieure, agrégation de philosophie. Il n'a pas fait son doctorat. C'était l'institution qui voilà. En fait, il n'avait pas du tout envie de devenir un professeur de philosophie à l'université. C'était pas ça son projet. Lui, son projet, c'était d'être écrivain.
Et être prof de philo, ce qu'il aimait bien être, c'était son gagne-pain. Mais il m'a toujours dit qu'au fond, l'unité de son œuvre, c'était quand même sa pensée. Et que si on voulait comprendre son entreprise intellectuelle, eh bien, il fallait tenir à égalité la littérature et la philosophie. Il avait dit à Simone de Beauvoir, quand il avait 20 ans, normalien, il avait dit « Je veux être à la fois Spinoza et Stendhal », qui étaient ces deux, le philosophe et son écrivain préféré, sur qui d'ailleurs il n'a pas écrit. Non, ni Spinoza, il ne l'utilise pas tellement, on le sent, mais... Oui. Il a écrit sur Descartes, qui était aussi... Oui, il a fait un livre sur Descartes, il a fait un choix de texte, il a fait une présentation qui est importante. Ouais. Parce que c'était son point de départ, c'était le cogito. Je pense donc je suis. Dans le film, il fait le film Sartre par lui-même que, je le dis en passant parce qu'on vient de me l'apprendre, qui est visible ici, alors, je crois. Peut-être il était visible cet après-midi, peut-être certains l'ont vu et il sera revisible samedi 12 à la bibliothèque. À un moment, il dit je suis donc je pense. Le lapsus. Mais c'est important dans sa philosophie. Il faut partir d'une certitude, c'est que je suis. Mais alors, il refait ce cogito de façon un peu différente. C'est-à-dire que j'ai la certitude que le monde existe dans la mesure où je le perçois. Mais percevoir le monde, ce n'est pas introduire des objets du monde à l'intérieur de soi sous forme de simulacre, c'est vraiment se projeter au dehors. Sa conviction, c'est que tout est dehors. Et que sans le monde, il n'y a pas de conscience. Est-ce que je suis précis? Ça me paraît très, très clair. C'est l'idée que la conscience, c'est ce qu'il dit dans l'article sur l'intentionnalité chez Husserl, c'est un grand vent et un espèce de tourbillon et qu'il n'y a pas d'intériorité. Ce qui est étonnant, d'un point de vue philosophique, ça pose quand même des problèmes. Hein, pour comprendre, puisqu'il dit, c'est le premier écrit qu'il écrit, la transcendance de l'ego. Donc l'ego, le moi, ce qui fait la personnalité, c'est en fait ce qui est à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas d'intériorité. C'est ce qui est à l'extérieur de nous et constitué donc par le regard des autres. Et puis, par ce grand vent qui, tourbillonnant, vient s'affronter au regard des autres pour constituer cette personnalité. Alors, il en avait quand même une de personnalité. Parce que dire comme ça, peut-être si ce texte est écrit en 34 ou en 38, je ne m'étale pas, peut-être en 38 plutôt, dire qu'il n'y a pas d'intériorité, enfin le petit texte sur Husserl, c'est en 34, il n'y a pas d'intériorité, il achève la déconstruction du sujet. Et il faut quand même après le soutenir théoriquement, ce qu'il a essayé de faire dans L'être et le néant, ce qui n'est pas forcément très bien réussi, je ne sais pas. Et quand il écrit dans ses romans, il a quand même des personnages qui se tiennent, qui sont fouillés. Et quand on lit les mots, on peut se dire il y a quand même ici un vécu, une intériorité qui se développe, il y a une personnalité, il y a quand même quelque chose qui est intérieur et qui fait le lien. Et j'imagine que je ne sais pas si c'était quelqu'un, parce on dirait qu'il est tout le temps en train de produire des idées, tout le temps dans l'extériorité. Quand il n'écrit pas, il parle, il pense à voix haute ou il pense en écrivant. Est-ce que cette idée qu'il n'y a pas d'intériorité, c'est quelque chose qu'il sentait, qu'on pouvait sentir chez lui? Et comment lui vivait ça? Parce que je ne pense pas qu'il ait écrit des propos qui soient seulement théoriques. Comme ce que vous disiez sur l'horreur de vivre. Ça correspond à quelque chose. De même, il disait sur le sentiment de la nausée, je ne sais plus si c'est vous que j'ai entendu raconter ça ou si je l'ai lu, qu'on lui demandait s'il avait vraiment senti ce sentiment qu'il décrit, hein, les racines de marronnier. Et je crois qu'il disait non, mais j'aurais pu le sentir. Oui, mais alors il a donné des réponses contradictoires à ce sujet. Ce qu'il disait, qui me paraît le plus valide, c'est qu'il a dramatisé pour la nausée ce sentiment d'être un être
superfétatoire, d'être de trop, pour lui donner une puissance dramatique. La nausée, c'est le journal d'un homme qui découvre la contingence. Et il ne sait pas ce que c'est avant. Hein. C'est un homme qui se consacre à la biographie d'un aventurier du XVIIIe siècle et qui pour ça fait des recherches. Et puis, au fond, il découvre que il a essayé de trouver une nécessité à sa propre vie en faisant vivre quelqu'un d'autre. Alors, le sentiment qu'il avait de lui-même, allez savoir. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai connu anxieux par moments. Par exemple, avant un voyage, il commençait à s'agiter un peu, il avait des anxiétés. Alors quand il dit qu'il n'a jamais connu l'angoisse, c'est peut-être vrai, mais disons que son angoisse se monnayait en petites anxiétés. Il y a une anxiété qu'il n'a pas eue pendant la plus grande partie de sa vie, c'était celle d'avoir à manger, d'avoir à survivre dans un monde où règne quand même pour la plupart des gens la pénurie. Parce qu'il était fonctionnaire, il est entré à l'école normale à 20 ans. Oui, jusqu'en 1944, parce qu'après 1944, il quitte, je crois, le lycée, enfin l'éducation nationale en 1942 ou 1943, au moment où il est sous contrat avec la Pathé Marconi. Donc il est scénariste. Non, c'est pas exactement. Mais non, c'est-à-dire que il a enseigné jusqu'au printemps 1944. Il était professeur de philosophie au lycée Condorcet. Et après ça, il a pris un congé qui est devenu un congé permanent. Et puis, un jour, un secrétaire qui remplaçait son secrétaire habituel a essayé de mettre de l'ordre dans ses affaires et s'est aperçu qu'il avait droit à une retraite. Et alors, finalement, Sartre, pour avoir enseigné quand même 20 ans ou presque, non, 10 ans. Oui. 10 ans. 31, oui, 12 ans. Eh bien, a touché une petite retraite. Mais à partir de l'année 1943, où il a été engagé comme scénariste par la maison Pathé, il s'est mis à avoir pas mal d'argent. Et puis, à partir de 1945, ses pièces sont jouées dans le monde entier et il se met à avoir beaucoup d'argent. Et donc en donner autour de lui voilà, c'est ça que à qui en avait besoin. Voilà, que fait-il de son argent? L'argent l'intéresse absolument pas. Comme l'instinct de propriété, on peut dire que ça, il n'avait pas d'appartement à lui, il a été locataire toute sa vie. Il a acheté un appartement à sa fille, il en a acheté un autre à une amie. Il donnait volontiers des appartements. On peut dire aussi qu'il se conduisait un peu comme l'enfant roi et le roi qui a une liste civile, c'est-à-dire que ses amantes, en général il choisissait parmi des femmes un peu comment dire, fragiles dans la vie, eh bien il leur donnait une pension. Et quand je l'ai connu, il entretenait 5 femmes. C'est très généreux. Et comme à ce moment-là, il s'en plaignait parce qu'elles allaient toutes mal, plus ou moins. Et il m'a dit un jour, oh, je mène une vie d'infirmière de quartier. Et alors, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi vous voulez continuer à les voir si elles vous embêtent? Il dit, oh, c'est la moindre des choses. Quand on donne de l'argent à une femme, il faut la voir, sinon c'est vraiment humiliant. C'était comme ça qu'il pouvait parler aussi en privé. Là, je trahis aucun secret. Hein, je veux dire, sa vie est devenue incroyablement publique parce que le nombre de biographies qui ont paru, le nombre de témoins qui sont passés aux aveux, plus ou moins véridiques, etc. Aujourd'hui, on se promène dans la vie de Sartre comme dans un moulin. Il avait fait ce vœu de transparence. Oui. Quand il écrit la critique de les carnets de la drôle de guerre, il y a quelques passages où il se dit peut-être un jour ce sera publié. Donc au départ, il veut écrire pour lui-même, pour être transparent lui-même. Il voulait d'ailleurs toujours être transparent vis-à-vis de Beauvoir.
hein, d'où les lettres quand même qu'il s'écrivent, qui sont certaines assez crues, où il fait part à Beauvoir de ses expériences amoureuses avec d'autres. Et donc il y avait ce vœu de transparence. Donc c'est là aussi où c'est quelqu'un pour qui l'intériorité, finalement, ça n'a pas tellement de sens. Et c'est là où on peut dire, finalement, qu'on connaisse ma vie, c'est la vie de tout le monde. Peut-être c'est cet esprit-là. Alors là, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais ça vaut pour lui. Et il a quand même provoqué des dégâts autour de lui avec la transparence. Parce que, et puis surtout, des textes ont été publiés de lui qui ont blessé des gens vivants. Et c'est toujours regrettable de faire du mal. Il ne le cherchait pas, mais comme il essayait de ne pas se mentir et donc pas de mentir le moins possible aux autres, ce qui veut dire quand même qu'il mentait à la plupart des femmes. Parce qu'au fond, il pensait que s'il leur disait la vérité, à part à Simone de Beauvoir, mais il s'est mis à lui mentir à elle aussi après. Ah bon ? Oui, oui. Ah oui, c'était devenu sa seconde nature d'être menteur avec les femmes et un peu brutal avec les hommes, comme ça. Mais brutal, pas dans le sens agressif, hein, mais cru, comme vous dites. C'était quand même cette conviction que nous vivons tous avec l'espoir d'arriver à communiquer dans la vérité. Et en même temps, nous savons bien que nous sommes différents les uns des autres, que nos sensibilités ne réagissent pas de la même façon à une même situation, et que donc il vaut mieux mentir pour éviter une souffrance. Enfin, il pensait, en tout cas une chose, c'est que d'asséner brutalement la vérité à quelqu'un, c'est très dangereux. Alors, quand des lettres ont été publiées de lui après sa mort, mais où des femmes en particulier lisaient ce qu'il disait d'elle à d'autres, qui était parfois un jugement assez sévère, eh ben, elles ont dégusté, comme on dit. Mais la question de l'intériorité, c'est vraiment important parce que il y a toute une tradition littéraire et finalement une tradition religieuse aussi qui valorise la vie intérieure, le refuge qu'on cherche soi-même contre le monde en soi-même. Et soi-même, en fait, justement, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, l'idée que ce qui importe, c'est ce qui vous entoure, et qu'au fond, la richesse de chacun est faite de la richesse de ses entours. Alors, ça peut être des livres, bien sûr. Moi, j'imagine très bien qu'un être humain puisse avoir une relation primordiale avec les livres, mais ce qu'il cherche dans les livres, c'est quand même un éclairage sur ce qui se passe entre lui et l'autre que forcément il fréquente, à moins d'être un stylite, un ermite. Et encore, les ermites, ils ont quand même été ils ont vécu nourris, éduqués. C'est pour ça que d'ailleurs, un des disciples de Sartre, qui s'appelle Lucien Malson, qui est un critique de jazz, a fait un livre sur l'enfant sauvage de l'Aveyron, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, Victor de l'Aveyron. Dont François Truffaut a fait un film. Parce que pour un philosophe de l'existence, c'est vraiment important de savoir ce que devient un être humain livré à la nature. Qu'est-ce qui lui reste d'humain ? Bon, Sartre a essayé, d'ailleurs, comme la plupart quand même des philosophes, de tirer au clair ce qui se passe entre soi et les autres. Et puis, alors c'est là qu'on va aborder peut-être la dernière question, qui est le passage de l'être et le néant à la critique de la raison dialectique. Dans l'être et le néant, l'histoire n'existe pas. Nous sommes dans un temps hors histoire, même si l'histoire est présente par des allusions comme ça. Mais la préoccupation de Sartre dans l'être et le néant, c'est l'être même de la conscience, c'est-à-dire l'existence, et le rapport à autrui. Il y a une scène de l'être et le néant que j'aimerais bien raconter, parce que ça donne une idée, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre,
de la façon très concrète dont il parle de philosophie. Il décrit la scène d'un premier rendez-vous entre un homme et une femme. Et la conversation est élevée, ils s'entendent bien, ils parlent de livres, ils parlent de leurs aspirations spirituelles, etc. Et à un moment, l'homme prend la main de la femme. Qui ne voit pas. Lui prend le bras, comme ça. Et la femme, elle doit réagir à ça. Soit elle répond à ce geste qui est une invitation érotique positivement, en donnant un signal d'accord, ou alors elle essaye d'esquiver la situation, d'esquiver le choix du comportement à adopter. Et ce qu'il décrit alors, c'est la femme qui abandonne son bras comme un objet, une branche d'arbre, et qui continue à regarder dans les yeux l'homme qui lui fait la cour, et tous les deux continuent à se placer sur un plan strictement spirituel, alors qu'il y a bel et bien ce bras dont on ne sait plus ce qu'il est là-dedans. Et donc la mauvaise foi, ça consiste à se nier soi-même et à nier l'autre dans la réalité de ce qui se passe. C'est au fond de se raconter des histoires. Hein. Ça, c'est capital chez Sartre. C'est appeler un chat et ne pas se raconter des histoires sur ce qui se passe entre les gens. C'est compliqué ce qui se passe entre les gens. C'est subtil, c'est inscrit dans une temporalité. Il y a tout le temps des modifications, comme dans un ciel. Eh ben, si on adopte une attitude une fois pour toutes, eh ben, on est dans la mauvaise foi. Si on sait s'adapter à la réalité de l'autre et à la réalité de ce qu'on éprouve, eh ben, on invente une relation et ça devient riche et plaisant et humain. On a affaire entre être humain à une relation humaine. Alors, au fond, c'est le but de sa vie, c'est par la pensée, d'arriver à contribuer à la création d'un monde où les relations seraient humaines et non plus d'image à image, de personnage à personnage. Donc c'est un très beau rêve. D'où ces efforts politiques. Alors, d'essayer avec le RDR de fonder un troisième parti, une troisième voie, et où il a été assez visionnaire, puisqu'on est en train donc de lire le même livre de Yann Birchol, qui est Sartre et l'extrême gauche française, et où, c'est ce qu'on disait cet après-midi, il tient des propos extrêmement perspicaces. Par exemple, il voit déjà que se profile la dissolution, il dit la liquidation du PCF, et il parle de comment est-ce qu'on doit faire l'Europe. Donc il envisage déjà, on est en 47-48, il envisage déjà un parti qui aurait une vision européenne, hein, et inscrire la France et les ouvriers dans une vision socialiste et européenne. Et en gros, ce qu'il veut faire, c'est une Europe sociale. Il est très très en avance sur son temps. Je partage votre idée là-dessus. C'est un bon moment politique de Sartre. Et alors, ce qu'il faut comprendre aussi, bon, je dis des choses comme ça très en gros, mais l'image de Sartre qui domine aujourd'hui, c'est qu'au fond, c'était un stalinien qui est devenu maoïste. C'est une idée qu'on rencontre chez énormément de gens. Alors, quand on va voir de plus près la politique de Sartre, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un horizon, qui est celui que je viens de dire, à créer les conditions d'une communication libre et égale entre les êtres humains, mais qu'il a eu conscience à partir de la guerre, à partir du moment où il a été mobilisé et ensuite sur le front pendant la drôle de guerre où il lançait des ballons dans l'air pour la météorologie, et puis ensuite prisonnier de guerre, c'est là qu'il a pris conscience que
l'histoire le pénétrait de part en part et que nous étions tous pris dans un filet qui est le processus historique. Alors, il a voulu comprendre comment la liberté est encore à l'œuvre dans ce qui est éprouvé par la plupart des gens comme un mouvement qui les emporte comme un fétu de paille et où ils ne savent pas sur lequel... la plupart des gens ont le sentiment qu'ils n'ont plus prise sur l'histoire elle-même, que ça se passe ailleurs, dans les choses, dans l'économie, dans les décisions politiques prises par d'autres que soi, parce qu'on a délégué ses propres pouvoirs. Donc, ce qui domine dans le monde, c'est le sentiment de l'aliénation. Nous vivons des vies qui ne sont pas celles que nous voulons. Et la plupart des hommes politiques finissent par dire « ce n'est pas ça que j'ai voulu » quand la catastrophe est là. C'est le mot de Guillaume II quand on lui fait visiter les champs de bataille, qui dit « Ich habe das nicht gewollt ». Je n'ai pas voulu cela. Et la plupart du temps, c'est en effet ce qui se passe dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans les résultats de nos actes. Et comment sortir de là? Eh ben, il y a un pari qui est que quand même, on peut essayer de reprendre le contrôle de sa propre vie et d'aller vers ce qu'on a appelé le socialisme, ce qu'on a appelé le communisme, mais dont les résultats réels ont été catastrophiques. Sartre aujourd'hui, la pensée de Sartre aujourd'hui nous dit la vie sociale est à réinventer. C'est donc une pensée très, très, très exigeante. Il n'y a pas de solution toute faite. Et alors, il avait une grande méfiance à l'égard des partis. C'est ce que montre très bien ce livre dont nous parlons. Parce que les partis sont des institutions qui visent à leur propre reproduction avant de viser à la transformation de la société globale. C'est-à-dire un parti finit par avoir ses propres intérêts pratiques, idéologiques, partisans. Et lui, ce qu'il avait tenté à un moment, avec une grande naïveté politique, peut-on penser, c'était la possibilité de créer, alors ça en pleine guerre froide, en 47, 48, 49, un rassemblement qui se situerait entre les communistes dont il condamnait l'autoritarisme, le soutien sans critique à l'Union soviétique qui était condamnée elle-même par l'existence des camps de travail, ce qu'on a appelé le goulag après, et puis les socialistes qui ne réussissaient jamais à réaliser les réformes qu'ils avaient promises et qui, le cas échéant, faisaient donner la troupe contre les mineurs, par exemple. Voilà, c'était entre ces deux forces, alors, sans parler évidemment de ce qui était la droite à l'époque, c'est-à-dire le RPF, parti gaulliste, et puis les chrétiens démocrates, qui visaient avant tout à la reconstruction et dans son analyse à lui, à la pérennisation des privilèges. Eh bien, cette entreprise a raté. Et comme la guerre froide au début des années 50 a menacé de devenir chaude avec la guerre de Corée, eh bien, Sartre a choisi le camp soviétique parce qu'il disait on peut plus maintenir cette ligne d'autonomie par rapport aux blocs. Les blocs existent, c'est une réalité dont on doit tenir compte, et il a choisi l'URSS avec cette idée que l'URSS étant moins armée sur le plan nucléaire en particulier, avait plus intérêt à la paix que le camp occidental, qui était surarmé et qui continuait à consacrer la plus large part de son budget à l'armement. Voilà, ça a été le choix que Sartre a fait et qu'il a récusé ensuite, enfin, disons,
il en a fait un autre en 1956, après l'insurrection hongroise et sa répression par les troupes des pays frères. Voilà. On va arrêter là, on va vous laisser la parole parce qu'il est déjà la demi dépassée de 5 ou 6 minutes. Mais je voudrais juste finir, c'était son côté un peu... autant il veut humilier personne, il va toujours du côté du plus faible, les femmes un peu fragiles, il va aussi du côté des pays les plus fragiles. Il y a quelque chose comme ça qui est en lui, qui est un peu son côté Zorro. Oui, il y a le côté Zorro, sûrement, le côté Pardaillan, mais il y a aussi le fait qu'il a été un enfant. Il a vécu son enfance comme un rejet par les autres. Il était, c'est comme ça qu'il se décrit, en tout cas dans les mots, l'exclu des jardins publics. Et son désir d'être comme tout le monde, c'était un désir d'inclusion. Donc cette phrase qu'on dit souvent, il était n'importe qui, il voulait être n'importe qui, c'était sincère dans la mesure où les autres lui paraissaient mieux dans la vie que lui-même. Hein. Et puis après, alors, il a développé, au contraire, un grand orgueil. Ça, je parle de l'enfance, là. Hein. Parce qu'il était petit, il était laid, et il était... son seul talent, c'était de faire des jeux de marionnettes et d'amuser ses petites copines au Jardin du Luxembourg. Avec un théâtre de marionnettes. Puis ensuite, avec les femmes, ça a été très difficile pour lui parce qu'il ne plaisait pas au premier abord. Et donc, il fallait qu'il parle beaucoup, donne beaucoup et écoute beaucoup. Mais pourquoi on disait ça Pour le rapport entre la Russie et les femmes. Ah oui. La fragilité. Oui. Non, c'est vrai que donc il s'identifiait au fond facilement avec les victimes. Il s'identifiait plus facilement avec les victimes qu'avec les puissants. Les puissants lui faisaient horreur. Je crois que ça vient beaucoup de son beau-père, qui était ingénieur, directeur de chantier naval, et c'est un homme qu'il n'aimait vraiment pas, qui était sans doute pas moins aimable qu'un autre, mais enfin, la situation était telle qu'il ne pouvait pas l'accepter. Il avait le sentiment que cet homme lui avait volé sa mère. Et donc, il allait presque par tropisme vers les opprimés. Sa véritable haine est celle de l'oppression que des hommes font subir à d'autres. Plus que l'égalité. Hein, Et puis, quand même, l'idée de liberté. Alors, voilà. Avec ça, si on a besoin de comprendre le monde tel qu'il se développe dans le milieu matériel, avec le poids des choses, les exigences des choses, c'est-à-dire l'économie, pour finir, eh ben, on trouve chez Sartre des outils intellectuels qui permettent de reprendre pied dans la vie. Voilà. Merci à vous, Michel, d'être venu jusqu'ici. Merci à vous d'être venu aussi.